Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, mais moi ça va très bien je peux vous dire parce que j'ai vu une belle édition de Paris-Roubaix. On va revenir sur cette édition qui a été assez exceptionnelle de ce Paris-Roubaix masculin. Autant hier, je vais pas vous mentir que pendant très longtemps j'étais resté sur ma faim sur le Paris-Roubaix femme. Autant la course masculine, elle a été juste exceptionnelle. Si vous l'avez raté, il faut vraiment la regarder en replay et en intégralité parce que vous avez raté quelque chose d'incroyable, vraiment aujourd'hui. Enfin, vraiment, je trouve que ça a été une très bonne édition. J'avais pris beaucoup de plaisir. Je dirais c'est du niveau de l'édition de Mathieu Eman. Parce que Mathieu Eman aussi, la course est il y a beaucoup de rebondissements et ça attaque pas mal. Ou Van Avermaet aussi, quand il s'impose, c'est pas mal. Enfin voilà, mais c'est une très belle édition. Je peux vous dire, c'est pas les éditions remportées par celle remportée par Cancellara ou celle remportée par Boonen où ils étaient au-dessus du lot. Là, il y a eu une belle bagarre. On parlera bien entendu des bleus, top et flop. Il y aura pas mal d'images pour égayer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis on va commencer tout de suite. Et puis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la course, ce que vous avez pensé des bleus. Ce que vous avez pensé de cette édition, je peux vous dire que on s'en souviendra déjà historiquement parce que c'est la plus rapide de l'histoire. Version pavé avec 45 792, 5h37, ça a été vite. Hein. Je peux vous dire qu'on n'a pas eu le temps de se reposer aujourd'hui. Et puis voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Course qui a été incroyable, ça n'a jamais débranché quasiment. Il y a eu énormément de rebondissements, très indécises parce que on avait Mohoric devant, on se disait est-ce qu'ils vont réussir à rentrer sur Mohoric, il paraît quand même très fort. Et puis il y a cette crevaison de Mohoric qui relance tout. Vous avez également des leaders qui se sont fait piéger au final parce que bon, certes Van Aert finit deuxième, comme il était en très bonne condition physique, Van Aert. Van Der Poel, je pense, c'était pas incroyable, mais surtout, ils ont mis beaucoup trop de temps avant de rouler. Pour une fois, on peut pas dire qu'ils aient paniqué les cocos, ils étaient très détentes, mais un peu trop, je pense, au départ de la course. Et quand il y a le coup de bordure. Alors, le coup de bordure, c'était pas problématique, on va dire, en soi, mais quand il y a un moment, il y a 1,40 et que ça roule toujours pas, quand Mohoric il a 2 minutes d'avance, faut pas laisser à Mohoric 2 minutes d'avance. Enfin, tu le sais, et après, il va être très dangereux. Van Baarle, costaud, et c'est un très beau vainqueur, avec Ineos qui a animé la course, mais vraiment de très loin. Des Français surprenants, c'est pas forcément ceux qu'on attendait, qui sont les plus forts, mais les Bleus se sont mis en avant. Et ça, c'est du bien, vraiment. Et puis avec des Français, notamment un dont on n'attendait pas du tout qu'il soit performant. Et puis une course très indécise avec une stratégie qui n'était pas vraiment prévisible à l'avance, un coup de bordure aussitôt, et puis un Van Der Poel et grosso modo Van Der Poel et Van Aert ils se sont mis en route à Orchy, c'est-à-dire à 60 bornes de l'arrivée, avant Orchy. Très clairement, les deux, il se passe rien. Vous avez la Groupama qui roule un peu, et eux ne font absolument rien. Tu vois à peine Alpecin à l'avant du peloton, tu vois pas du tout Jumbo à l'avant du peloton. C'est assez dingue, quoi, à ce niveau-là. Ça a été assez extraordinaire. Et puis oui, une course que j'ai trouvée incroyable. Vraiment, j'ai pris énormément de plaisir parce qu'il y a une stratégie folle. Ça fait quand même 2 années d'affilée qu'on a un coup de bordure avant les premiers pavés, puisque déjà l'année dernière, oui, en 2021, en octobre, ça avait déjà été le cas, le peloton avait été coupé, là encore. Et puis une stratégie qui était absolument pas envisageable. On se doutait pas, enfin moi je ne me doutais pas que on roulerait du côté des leaders qu'à partir de Orchy et que Mohoric partirait à 110 bornes de l'arrivée dans un groupe de 5 avec De Vriend, Laurent Pichon, je sais plus qui il y avait Ballerini. Enfin voilà, c'était assez dingue. Vraiment une course extraordinaire. Et que le premier français soit Adrien Petit, je l'avais pas misé non plus. Donc autant vous dire que j'ai adoré cette course. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Beaucoup de choses à dire du côté du bilan des Bleus qui va être... De toute façon, la vidéo, je pense, va être longue aujourd'hui.
Je commence avec le meilleur français du jour, Adrien Petit. Adrien Petit, sixième. Sixième aujourd'hui, Adrien, il a fait une super course parce qu'il avait De Vrient devant, ce qui l'a quand même bien aidé. Ce qui fait qu'il n'a pas été obligé de rouler. Mais il était toujours dans le bon timing, Adrien Petit. Il explose, mais quand ce sont les meilleurs qui sortent. Et de toute manière, il est derrière des monuments. Il est derrière Van Baarle, devant lui. Devant Adrien Petit, Van Baarle, Van Aert, Kung, De Vrient, Mohoric. Alors, c'est compliqué d'aller les chercher, ces mecs-là. Quand même cette année, à part De Vrient, on va dire, mais De Vrient était dans la même équipe que lui. Mais Adrien Petit a été, je trouve, très fort. Et puis, ils ont collaboré avec Laurent Pichon. Quand même, c'est ce que disait. Là, dans un Paris-Roubaix, il faut se contenter également à certains moments de ce que disent les mecs sur les motos, parce que tu ne vois pas tout. C'est toujours le problème de Paris-Roubaix. Et ce que disait, j'ai oublié son nom, le mec qui commente normalement le volleyball sur France 2, mais qui disait, voilà, les deux collaborent très bien ensemble et font le maximum pour qu'il y en ait un qui soit dans le top 6. Ils arrivent à récupérer Stuyven, avec des treks qui n'ont pas forcément été en chanceux aujourd'hui. Et puis Adrien Petit qui prend la 6e place. Mais j'en avais parlé d'Adrien Petit quand Guilhermet avait gagné Gand, où j'avais dit Petit avait fait du très bon boulot. Et c'est vrai que je l'avais presque oublié parce que c'était il y a plus de 3 semaines déjà Gand. C'était il y a au moins 3 semaines, avec les décalages au niveau du calendrier. Mais c'est vrai qu'Adrien Petit, il confirme, et puis c'est son meilleur résultat. Et il doit être très heureux ce soir, parce que c'est une classique qu'il a toujours appréciée. Il doit être très heureux aussi parce qu'il apporte beaucoup de points à son équipe, et c'est vrai qu'aujourd'hui Intermarché prend beaucoup de points. Je parle souvent du classement UCI, mais il faut pas le négliger. Et Intermarché, ils se sont pas ratés sur les classiques. Ils remportent le Grand Prix de l'Escaut, Gand-Wegelgem. Là, ils font 4 et 6. Et 12, parce que Christophe fait 12 aussi. Donc ils sont vraiment pas... Christophe fait 12, Van der Horn fait 16. C'est-à-dire, si on prenait un classement par équipe, je pense que c'est eux qui sont dedans. Pasqualone est 19. Enfin, c'est solide ce qu'ils ont fait quand même, Intermarché aujourd'hui. Je regrette mes propos que j'avais tenus l'année dernière, presque avec Intermarché, en disant cette équipe-là ne mérite pas de World Tour. Et quand on y réfléchit bien par rapport à leur saison cette année, ils méritent beaucoup plus le World Tour que EF, que Astana, parce qu'ils ont beaucoup plus de résultats dans ces courses-là. Et ça montre que cette équipe progresse, ça montre que cette équipe n'a pas perdu aussi sa vision, je pense, du cyclisme. Parfois, vous avez des équipes en grandissant, elles oublient leurs valeurs. Je pense que Intermarché, ils n'ont pas oublié leurs valeurs. Et ça, c'est bien également. Et Guilhermet, là, je sais qu'il y a un appel du pied d'Ineos. Moi, je pense qu'il devrait rester chez Intermarché, parce qu'Intermarché est une équipe qui progresse, et qui progresse très bien. Et je trouve qu'il fait du très très bon travail en ce moment. Pourtant, à une époque, je trouvais qu'il faisait pas du bon boulot, notamment avec Guillaume Martin. Mais là, je trouve qu'ils font vraiment du bon job aujourd'hui. Et puis, super course d'Adrien Petit. On reparlera de De Vrient un peu plus tard dans la vidéo. Je poursuis du côté des Bleus avec Laurent Pichon. Quelle course de Laurent Pichon. Laurent Pichon, il est quand même devant à 220 km de l'arrivée, 225 km de l'arrivée. Enfin, faut quand même s'imaginer que le mec est dans un groupe de 3 à 225 km de l'arrivée. Un groupe de 3, t'as quasiment aucune chance de t'en sortir sur Paris-Roubaix. Ils se font rattraper par le cours de bordure d'Ineos. Et en plus, il part avec Rabiuchenko, qui est quand même pas champion du monde, on va dire. Je sais plus c'est qui chez EF. Je crois que c'est Tom Scully, mais je suis plus sûr que ça soit Tom Scully. Donc ils partent à 3. Pas forcément les meilleurs sur les pavés, en plus, les 3. Parce que Laurent Pichon, vous savez pas son niveau sur les pavés. Il n'avait pas fait Paris-Roubaix depuis 10 ans. Faut quand même avoir ça en tête aussi. Récupéré par le groupe d'Ineos. Quand vous avez les deux pelotons qui sont à deux doigts de se remettre en un seul bloc, il part avec Mohoric. Il se retrouve à être obligé de suivre Mohoric, c'était du grand Mohoric aujourd'hui, quand même. On reviendra dessus. Pour moi, c'était le plus fort aujourd'hui, c'était Mohoric. Il arrive à suivre Mohoric. Il lâche à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, donc loin encore pour espérer le podium à l'heure où il lâche. Il se retrouve dans le deuxième groupe. Il arrive à résister.
Il doit suivre Adrien Petit, qui était quand même frais parce qu'il a pas roulé lui, vu qu'il y avait De Vriend devant, pour finir 8ème de la course. Chapeau, Monsieur Pichon, aujourd'hui. Hein. Faut savoir que Laurent Pichon, il sait qu'il est sur sa fin de carrière, il a même ses diplômes d'entraîneur. Pour un coureur qui est encore concurrent, on va dire, c'est assez rare. Il a 35 ans. Bon, là j'ai presque envie de dire, il peut partir tranquille, on se souviendra de lui à vie. Hein. Enfin, on se souviendra de lui pendant très longtemps. Peut-être pas à vie, mais pendant très longtemps. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est sensationnel, la performance qu'il a réalisée. C'est intéressant parce qu'il va faire le Trobro-Léon au mois de mai. Dans un mois, le Trobro-Léon, hein, pour ceux qui veulent savoir, ça sera pendant le Giro. On essayera de le suivre. Je le suivrai peut-être pas en direct parce que comme il y aura le Giro en même temps, mais j'essaierai de me démerder pour suivre la course du Trobron-Léon parce que c'est une course toujours très spectaculaire. L'année dernière, j'avais pas pu la suivre, ça m'avait un peu embêté. Mais oui, fort ce qu'a fait Laurent Pichon, mais qui a fait un gros travail d'équipier quand même cette année depuis le début de saison. 5ème de l'étape de Saint-Sauveur de Montagu sur Paris-Nice. 10ème du classement des points du classement du Tour de la Sarthe, 12ème de la première étape, 8ème là aujourd'hui sur Paris-Roubaix, et puis juste exceptionnel le niveau qu'il a réussi à avoir. Pur produit Arkea, parce qu'il a commencé chez Bretagne Schuller. Donc ouais, vraiment très fort ce qu'a réussi à faire Laurent Pichon. Et à 35 ans, réussir à tenir derrière Mohoric, c'est voilà, faut être motivé quoi. Il y a un moment, faut être vraiment motivé et vraiment une très très belle victoire, enfin une très très belle 8ème place, mais qui a presque une victoire, d'où le lapsus pour Laurent Pichon. Bravo, ce qu'a fait le coureur né à Quimper, donc pur breton. Donc, autant vous dire que s'il gagne le Trobron-Léon, là il peut prendre sa retraite. Je pense qu'il aura tout vu. Là, je pense que, comme on dit, il pourra mourir tranquille, comme disait Thierry Roland. Groupama, déjà parce que Kung finit 3ème. Je crois que c'est le premier podium hein, depuis la victoire il y a 25 ans de Frédéric Guédon. Surtout, c'est peut-être la première édition depuis très très longtemps où Groupama n'a pas eu de problème. C'est-à-dire Groupama, malgré la passion qu'a Marc Madiot, ils ont toujours enquillé les soucis sur Paris-Roubaix. Et là, cette année, tout s'est bien goupillé. C'est-à-dire que Kung, à part un moment où il chasse de l'arrière quand il suit Van Aert, mais à part à ce moment-là, il n'a eu aucun souci. Ils ont également beaucoup bossé, je pense à Olivier Legac qui a encore fait un sacré boulot, parce que c'était la seule équipe qui roulait dans le deuxième peloton. Enfin dans le peloton des favoris. Ils ont roulé énormément. On peut saluer également le travail qu'a réalisé le coureur, j'ai oublié son nom, mais je vais le retrouver, bien entendu, Clément Davy. On peut saluer quand même le travail qu'a fait Clément Davy sur le goudron, parce qu'il l'a fait alors qu'il s'est quand même bien fracassé la gueule, mais alors bien sévère Clément Davy. Donc il faut saluer l'énorme collectif qu'il y a eu autour de Stephen Kung, le gros travail de Olivier Legac. Madouas a été moins présent, c'est clair, mais bon, il avait des jours de course dans les pattes aussi, il avait enquillé un petit peu ces derniers temps. Mais Kung, il a été sensationnel aujourd'hui, il prend une belle 3ème place, 2e podium quand même, 2e, 3e place sur les 2 classiques pavés. C'est pas mal. Et puis surtout, c'est la meilleure saison de classique de Groupama pour moi. Ils ont eu des bonnes stratégies. Parfois Kung n'a pas toujours été totalement bon au niveau des stratégies, mais je trouve qu'ils ont eu des coureurs qui étaient très forts. Ils ont été très performants. Et il faut saluer le travail qu'a réussi l'équipe pavée sur cette saison de Flandrienne qui se clôt là, hein, cette saison de Flandrienne. Ils ont été très 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 bons, et saluer l'énorme travail de Kung qui faisait partie des hommes forts, mais encore une fois ils sont partis trop tardivement, mais on peut pas dire que c'est de la faute de Groupama. Groupama, ils ont roulé, hein. Et ils ont roulé, ils ont tenté de stabiliser l'écart.
Mais derrière, d'autres leaders ont mis beaucoup trop de temps avant de réagir. Et je pense que Kung aujourd'hui, c'est la victoire de Van Baarle est méritée. Mais la troisième place de Kung aussi, parce que Groupama a fait beaucoup de travail dans le peloton, et notamment un travail pour stabiliser l'écart. Et s'ils n'avaient pas été là, je pense que ça aurait été très compliqué pour cette formation. Je passe au flop, au bonnet d'âne français. Je commence avec Turgis. -3 pour le point JR. Turgis qui tombe. Mal placé à ce moment-là de la course, Turgis. Mal placé, parce que la chute se déroule dans la deuxième moitié de peloton. On sait que dans ce secteur-là, c'est un petit peu un goulot, enfin ça se resserre, donc on sait qu'il faut faire attention à l'entrée de ce secteur. Et ensuite, ça change totalement la course de la Total. C'est con parce que la Total, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la chute de Turgis, fait vraiment une très bonne course. C'est-à-dire que la Total est dans le premier peloton, roule en protégeant quand même son leader, mais roule pas mal, en tête dans les secteurs pavés aussi. Donc jusqu'à ce moment-là, vraiment, Total faisait une très bonne course, faisait un très bon Paris-Roubaix. Et puis, il y a cette chute de Turgis. Alors ensuite, on a vu un petit peu Terpstra devant pendant une vingtaine de kilomètres, mais ça annule toute la course. Ça annule toute la course parce que c'était Turgis le leader et que déjà Turgis, c'est peut-être pas forcément le gabarit le plus performant sur ce type de parcours. Il est peut-être un peu trop léger. Il est plus performant sur des classiques vallonnés que sur Paris-Roubaix. Et puis surtout, ça leur pète toute la course, quoi. Et puis en sachant que, oui, Sagan n'est pas là. Dries Van Gestel, c'est un peu léger au-delà de 200 km. Donc c'était compliqué. C'est dommage parce qu'encore une fois, il court bien jusqu'à ce moment-là. Mais la chute, et puis on pourra dire jamais 203 parce que là, 3 chutes d'affilée quand même. Là aussi, on va voir, parce qu'il était bien égratigné, bien éraflé. Il a quand même abandonné pas très loin après sa chute. Et puis, on va voir donc est-ce qu'il va y avoir des séquelles par rapport à cette chute pour Turgis. Mais surtout, c'est une spirale négative pour lui. C'est dommage parce que depuis Milan-San Remo, il enchaîne un petit peu les contre-performances. C'est un peu triste. Et ce premier bloc de cette saison 2022 se finit de manière un peu triste pour lui. Alors, je pense qu'il avait prévu de faire une petite pause parce que je pense qu'on le verra peut-être sur le Tour de France, même si je suis pas sûr que ce soit le meilleur profil pour le Tour de France. Et puis, encore une fois, comme je disais, l'été indien de la Total est peut-être en train de s'arrêter avec ses contre-performances depuis quelques temps. Je continue avec AG2R. Alors, premier coureur d'AG2R, Van Avermaet. AG2R, on ne les a pas vus de la course. Ils se sont fait piéger déjà quand il y a le coup de bordure. Ils sont tous dans le deuxième peloton. Et puis, ils roulent pas quand même. Alors, je pense qu'ils auraient dû rouler s'ils avaient des ambitions, mais je pense qu'ils n'avaient pas d'ambition aujourd'hui. Et puis après, on ne les a pas vus. Moi, je ne les ai pas vus de la course. Pour vous dire, je regardais un petit peu. Je prends toujours les images de la page Twitter, le groupe Eto. Il n'y a aucune image de AG2R. Il n'y a aucune image d'un coureur d'AG2R parce qu'ils ont été absolument inexistants dans cette course. Pour une équipe qui, l'année dernière, ambitionnait quand même énormément sur les Flandriennes, heureusement que tu as Ben O'Connor, quoi. Hein. Heureusement que tu as Ben O'Connor, Clément Champoussin, Benoît Cosnefroy, parce que sur les classiques flandriennes, ils sont passés à côté. Ils sont passés complètement à côté. Parce que aussi, vous avez des coureurs qui sont vieillissants. Hein. C'est que cette équipe-là, elle est composée de beaucoup de trentenaires. Et puis de l'autre côté, Antoine Rogel, c'est jeune, mais Van Avermaet, c'est plus grand Van Avermaet. Voilà, il passe à côté. Je pense qu'il faudra réfléchir. S'ils veulent être ambitieux sur ce type de course, il faudra réfléchir aux coureurs qui devront recruter. C'est forcément. Van Avermaet, je ne sais pas s'il a encore une année de contrat. Oui, il a jusqu'en 2023. Mais il va falloir réfléchir à quel coureur tu prends parce que Van Avermaet, ça ne suffit plus. C'est plus le Van Avermaet de 2016, 2017. Voilà, c'est même sa première année chez CCC encore. Voilà, depuis 2020, c'est quand même plus du grand Van Avermaet. Et puis
Et puis, Nason, c'est pas suffisant. Il leur manque un coureur performant sur ce type de course. Pourtant, c'est dommage parce qu'ils avaient eu un bon résultat avec Sylvain Didier, mais là, ils n'ont pas réussi à faire le même coup de surprise, je dirais, cette année à G2R, mais ils ont été assez inexistants. Et puis, j'ai mis la porte. L'année dernière, il avait été malchanceux, mais encore, il avait réussi à faire top 10. Là, bon, il n'a jamais vraiment été dans le coup. Il a même pas vraiment bossé, même pour Van Avermaet, pour Van Aert, pardon. Voilà, il a eu une journée compliquée, crevaison, problème mécanique. Journée difficile pour Laporte, il a peut-être même abandonné parce qu'il est au-delà de la 100e place pour tout vous dire. Oui, ça a été une journée compliquée, il a jamais pu rouler pour son leader. Il a toujours eu ce temps de retard à cause des problèmes mécaniques. Il a dû chasser pendant 20, 25 bornes, 30 km. Forcément, quand tu fais ce genre de choses, tu peux pas être performant derrière. Mais en même temps, on l'a pas fait rouler pour Van Aert. Or, je pense qu'il aurait fallu le faire rouler pour Van Aert. Vu que Van Aert était pour moi très très fort aujourd'hui, peut-être même le plus fort de la course. Donc dommage pour Laporte pour cette journée qui a été un petit peu compliquée pour le Français. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Van Barle. Pas grand chose à dire pour Van Barle. C'était peut-être pas le plus fort aujourd'hui, mais il a profité déjà de l'énorme travail d'Ineos. Et puis, il a été intelligent dans ses attaques. Je pense qu'il a profité peut-être du seul moment où Mohoric a eu besoin un petit peu de se reposer. Mais il attaque quand même 2 fois Van Barle. Ce qui est fort, c'est que c'est le seul qui sort à Mons-en-Pévèle. Voilà, donc ce qui montre quand même qu'il était costaud. Il ressort ensuite derrière en lâchant Mohoric et Lampart. Donc solide de sa part. Solide le travail qu'a fait Van Barle. C'est une récompense pour Ineos aussi, parce que Ineos a animé cette course. C'est eux qui font le coup de bordure. Avec Mohoric, ce sont les 2 animateurs de la course, Ineos et Mohoric. C'est Van Barle qui attaque le premier dans les leaders à Mons-en-Pévèle. Donc c'est aussi une récompense de ce côté ambitieux, de cette tactique originale qu'a eu aujourd'hui Ineos, de vouloir faire la différence et de vouloir vraiment créer du spectacle, je trouve, aujourd'hui. Et ils ont vraiment été impressionnants, Ineos, mais Van Barle conclut ce travail. On peut parler également de la bonne journée, parce qu'il a fait un gros travail d'équipier chez Ineos. C'est Ben Turner qui prend la 11e place, mais énorme travail quand même aujourd'hui de Ben Turner. Je dirais la seule contre-performance, c'est Filippo Ganna, parce que c'est vrai que Filippo Ganna, il en a trop fait après ses crevaisons, et forcément il en a trop fait sur les premiers tiers de parcours, et après ça l'a vraiment plombé sur la suite de la course. Mais il faut quand même souligner qu'Ineos, ils font le coup de bordure jusqu'à l'entrée des pavés, c'est nickel. Et puis ils vont enchaîner entre 150 km de l'arrivée et la trouée d'Arenberg plein de petits soucis. C'est-à-dire, ils vont enchaîner des crevaisons, Ganna qui a 2 problèmes, et puis d'autres petits soucis, sauf Van Barle. Et en fait, il y a un moment où ils avaient un temps d'avance, ils se retrouvent presque à avoir un coup de retard pendant la course. C'est assez dingue, parce que ensuite, entre 100 km de l'arrivée et jusqu'à l'attaque de Van Barle, donc à 50 bornes à peu près, Mons-en-Pévèle, ils ont presque un temps de retard sur la course. C'est-à-dire, l'avantage qu'ils avaient pris au départ, ils l'avaient presque perdu. Et là, je me dis à ce moment-là, avant Orchi, je me dis, putain, ça va peut-être être compliqué pour eux. Ils ont peut-être manqué l'opportunité de faire la différence à un moment, et c'est con parce que ils vont encore passer à côté. Parce que Sky a jamais réussi sur Paris-Roubaix. C'est une course qui a toujours été un échec pour eux. Ça a toujours été un énorme échec. Et puis là, je vois l'attaque de Van Barle à Mons-en-Pévèle. Et là, je me dis déjà, bon, Coco, dans tes favoris, t'as quand même oublié Van Barle. Premièrement. Et deuxièmement, il m'a l'air quand même sacrément solide, Van Barle, aujourd'hui. Et malgré tout, 10 bornes après, on voit Van Barle, qui déjà met du temps à revenir sur le groupe de tête. Et puis, je vois Van Barle, et puis je me dis, il passe quand même vachement par les bas-côtés, par la goulotte. Il n'a pas l'air d'être si efficace que ça sur les pavés. Puis malgré tout, c'est lui qui fait l'attaque au bon moment. Peut-être parce que Mohoric en a fait une chouille trop.
au final. Et puis après, une fois qu'il est sorti, une fois que tu laisses 10 mètres d'avance à Van Barle, c'est fini. Parce que Van Barle, après, c'est quand même un très bon coureur. C'est un coureur qui aime aussi les longues distances, hein. Il a quand même été deuxième des championnats du monde. Il a été également sur le podium du Tour des Flandres. Et puis, Ineos, c'est leur meilleure année sur les classiques, hein. On l'a dit, bon, il remporte Paris-Roubaix, l'Amstel, très grosse semaine quand même, hein, parce qu'il remporte l'Amstel, Brabanson, Paris-Roubaix cette semaine, hein. C'est quand même du solide. Impressionnant ce que fait quand même Ineos depuis le début de saison sur les classiques. Ils ont vraiment été très 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 forts. Autant sur les courses par étapes, ils ont peut-être été un peu moins bons. Autant sur ces courses-là, ils ont été sensationnels. Et énorme Van Barle. Mais Van Barle, c'est un peu comme Michael Woods, je dirais, au niveau des punchers. Pour moi, c'est un peu la comparaison que je fais toujours, parce que c'est un coureur à qui je ne pense jamais. Et comme Woods pour les punchers, vous allez voir la Liège-Bastogne-Liège ou la Flèche Wallonne, je vais encore pas foutre Woods parce que j'ai encore trouvé des coureurs que je vais trouver meilleurs. Et Van Barle, c'est souvent ça. Mais Van Barle, quand on regarde Paris-Roubaix, à travers les Flandres, deuxième des championnats du monde, deuxième du Tour des Flandres, quatrième également une année du Tour des Flandres, sixième aussi d'une autre année du Tour des Flandres, vainqueur du Tour de Grande-Bretagne, vainqueur de l'Herald Sun Tour. Le mec a que 6 victoires dans sa carrière. Dans ces 6 victoires, il y a Paris-Roubaix à travers les Flandres. C'est quand même pas les plus dégueulasses. Coureur qui a 29 ans, moi je le voyais plus vieux, hein, qui est passé par beaucoup d'équipes parce qu'il fait partie de cette génération qui s'est retrouvée chez Rabobank dans l'équipe continentale au moment où Rabobank a décidé de lâcher ses investissements quand il y a eu les affaires de dopage qui ont éclaté. Obligé d'aller chez Garmin. Garmin qui ensuite se réunit avec Cannondale pour former Cannondale Garmin puis Cannondale tout court. Ensuite il rejoint la Sky en 2018 où il a souvent un rôle d'équipier. Mais quand on lui laisse sa chance à Van Barle, il fait du bon boulot. Et Ineos, le collectif Ineos a quand même fait du gros job et autour de Van Barle. Il n'a pas raté l'occasion. C'était peut-être la seule année dans sa carrière, la seule fois dans sa carrière où il serait leader sur Paris-Roubaix. Il n'a pas raté l'occasion. Et bravo Van Barle parce que la saison est quand même bonne, hein, parce que deuxième du Tour des Flandres, 8e du GPE3 aussi, 11e du contre-la-montre du Tour de l'Algarve, qui était un long contre-la-montre de 35 km. Donc deuxième du Tour des Flandres, non, ça fait depuis 2 ans qu'il est quand même très fort. 4e d'une étape de la Vuelta l'année dernière, 15e des championnats des Jeux Olympiques aussi. Voilà, il est tout le temps au rendez-vous. Et ça, c'est beau. C'est beau ce que fait Van Barle aujourd'hui dans cette formation. Et belle première victoire pour Ineos, belle première pour cette formation qui est souvent passée à côté. On se souvient de la chute notamment de Luc Robeux et Ben Swift. Ils ont souvent eu des belles équipes au départ, mais jamais ils ont réussi à performer sur cette course. Je mets bien entendu Tom De Vriend, le coureur d'Intermarché. C'est lui qui crée le bon coup de cette journée. Il y a la bordure d'Ineos, pour rappeler. Et puis ensuite Ineos, encore une fois entre 150 km de l'arrivée et 90 km de l'arrivée, ils enchaînent les pépins avec Ghana, donc ce qui fait que ça roule plus dans cette première bordure et que là, le deuxième peloton est quasiment en train de revenir. Et à ce moment-là, De Vriend, on est à peu près à 110 km de l'arrivée, il décide de relancer la course avec Mohoric qui suit, avec Laurent Pichon. Ils sont 5 à ce moment-là dans ce groupe. Il y a Ballerini aussi, et je ne sais plus quel était le 5e larron, mais ça sera affiché sur la petite image. Et c'est lui en fait qui met en place cette 4e place, Tom De Vriend. C'est lui qui relance totalement cette course, Tom De Vriend. Et il faut le saluer parce que il faut saluer la performance qu'a fait Tom De Vriend aujourd'hui, qui est plutôt un équipier quand même. Tom De Vriend, il n'a pas un gros pédigré, 2 victoires dans sa carrière, le Omloop van en Uitland et une étape du Tour d'Autriche en 2019. À l'époque où il était il a toujours été avec Vanti comme sponsor, Vanti Gobert, Circus Vanti Gobert et Intermarché. Et c'est beau ce qu'il a fait aujourd'hui, Tom De Vriend. Il a fait le job.
Voilà. Quasiment le même gabarit que moi. 1m76, c'est ma taille, 70 kg, c'est quasiment mon poids en ce moment. Mais je peux vous dire que moi, je suis pas capable de faire la même chose sur Paris-Roubaix. Quasiment la même coupe de cheveux sur la miniature. Un peu plus court au niveau des cheveux longs. On aime bien faire des petits points capillaires. Mais il a été très fort aujourd'hui. Mais c'est lui qui crée cette 4e place. C'est lui qui a forcé son destin, je dirais, pour cette 4e place. Et encore une fois, ça va déplaire à M. Philippe Gilbert, qui dit qu'il y a parfois des inconnus qui sont dans le top 10, qui dit que cette course n'est pas la plus dure au monde. Mais c'est pas le profil. En fait, il est peut-être pas difficile, mais le fait que autant de coureurs peuvent s'imposer au final fait que cette course est très ouverte et fait que ça rend cette course difficile, M. Gilbert. Vous n'avez peut-être pas compris ça, M. Philippe Gilbert, dans Paris-Roubaix. Et ben voilà, ça fait partie des surprises de Paris-Roubaix, comme Mathieu Eman. Il y en a toujours chaque année. Il y a toujours deux coureurs dans le top 10 qu'on n'attendait absolument pas. Et bah, Tom De Vries 4e, bravo, ça fait des points pour Intermarché également pour l'année prochaine pour rester en World Tour. L'auto, il commence à un petit peu avoir peur parce qu'il commence à prendre des points de retard. Et bravo Tom De Vries parce que voilà, 30 ans, premier grand résultat, chapeau pour le Belge. Je poursuis avec Mohoric, le deuxième animateur de la journée. Le premier, je dirais, c'est Van Barle, c'est Ineos en soi. Le deuxième, c'est Mohoric. Ça a failli le faire. Je pense que s'il n'a pas la crevaison, Mohoric, ça le fait avec De Vries. Enfin, même seul, parce que je pense qu'à un moment, il aurait lâché De Vries. Je pense à Canfin en Pével, peut-être, il aurait lâché De Vries. Mais ça aurait pu le faire. Sauf que la crevaison, ça a un peu tout changé. Mais malgré ça, et ce qui est fort quand même chez Mohoric, c'est sur le Mohoric d'aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a 3-4 ans, Mohoric, il aurait abandonné. Il serait dit, c'est mort. Voilà, bon, je laisse tomber la course, j'ai déjà vu plein de fois, c'est pour ça que dans ses jeunes années, Mohoric, il avait tendance à lâcher. Si ça marchait pas, il lâchait la course, complètement. Je l'ai vu notamment une fois sur un Tour de Catalogne, sur la dernière étape où il était sorti, puis il avait complètement lâché à 50 bornes de l'arrivée parce qu'il s'était fait attraper par un coureur de Sky à l'époque, je crois me rappeler. Mais Mohoric, le Mohoric d'aujourd'hui, il est déjà fort physiquement, mais je pense que surtout la différence avec le Mohoric qui n'arrivait pas à devenir qui n'arrivait pas à confirmer après ses années espoir, c'est le mental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mohoric, je pense qu'il est beaucoup plus solide mentalement. Ses qualités physiques, il les avait déjà chez les espoirs. Il dominait chez les espoirs, pour ceux qui s'en souviennent. Ce qui fait la différence, c'est le mental. Et là, ça se voit, il crève. Il se fait rattraper par le groupe de derrière. Il part avec Lampart, qui pourtant, Lampart, le coureur de la Quick-Step, qui était vraiment en galère pendant toute la course. Il était toujours en langue pendante. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va se trimballer quelqu'un sur le porte-bagages. Ils sortent. Il se fait rattraper par Van Barle. Il se fait rattraper par le peloton. C'est presque triste par le peloton, par le groupe Van Aert, parce que c'est presque triste, parce que Mohoric, il finit 5e, ce qui est presque triste par rapport à tout ce qu'il a fait dans la course. Mais il suit le groupe à 110 km de l'arrivée, alors que pour dire qu'il fallait quand même être motivé pour suivre De Vries et Laurent Pichon. Ensuite, c'est lui qui fait la locomotive quand même pour De Vries et Laurent Pichon dans tous les secteurs pavés. C'est lui qui fait la locomotive. Il a animé la course. S'il gagne, c'est une all-là fantastique, Mohoric. Mais il a crevé. Un peu comme Moscon l'année dernière. Et c'est triste pour lui, mais il faut saluer quand même ce qu'a fait Mohoric. Tout le spectacle qu'a apporté Mohoric aujourd'hui, il fera... parce que je pense que c'est un Paris-Roubaix dont on se souviendra, parce que cette moyenne-là, je ne suis pas sûr qu'on la batte régulièrement. Et je ne pense pas qu'on la batte avant 5 ou 10 ans. Je pense qu'il faudra se souvenir également que c'est grâce à Mohoric qu'on a fait cette moyenne-là et qu'on a eu cette course aussi débridée. C'est grâce à Ineos et grâce à Mohoric qui a fait du bon travail. Je termine avec les flops. Premier flop qui a failli être pas en flop, c'est Quick-Step. Pourquoi ? Parce qu'on va me dire encore, je m'acharne sur Quick-Step. Mais ça a failli ne pas être en flop, Quick-Step. Parce que si Lampart, il se fait pas renverser par le spectateur, Quick-Step, j'en parle pas aujourd'hui. Mais Quick-Step, c'est des pannes physiques et puis beaucoup de malheur cette année quand même. Beaucoup de malchance. Kasper Asgreen, son problème mécanique. Lampart,
Bon, ce spectateur, je sais pas ce qu'il faut faire au bout d'un moment quand même. Je parle souvent des organisateurs au niveau de la sécurité, mais je pense que il y a un manque de civisme chez certains spectateurs, et je dis bien chez certains spectateurs, qui est absolument effroyable. Et c'est, enfin là, ce mec-là. En plus, ce qui va bien faire fermer la caquée à certaines personnes, c'est pas un jeune, hein, c'est un mec qui doit avoir 65 balais qui fait le truc avec sa casquette, qui renverse le coureur en applaudissant. C'est voilà, il y a un moment. Quand il y a déjà assez de danger sur la route sur Paris-Roubaix pendant 255 km, tu n'en rajoutes pas en tant que spectateur. Enfin, il y a un moment. Tu verras aussi bien la course si tu te recules d'un pas. Parce que en plus, il était sur les pavés, il était bien sur les pavés, parce qu'à cet endroit-là, de toute manière, vous pouvez pas vous mettre sur le goudron, les trois quarts des endroits, parce que il y a des panneaux. C'est ce qu'on appelle l'ancien secteur des champions, il s'appelle plus comme ça maintenant. Le secteur numéro 2. Les organisateurs peuvent pas faire beaucoup plus, quoi. Il y a un moment, ils vont pas foutre des barrières sur chaque secteur, ils vont pas foutre 60 km de barrières, c'est pas possible au niveau logistique. C'est juste pas possible. Donc il y a un moment, il faut aussi que les gens se prennent par la main et arrêtent de faire le con, quoi, vraiment. Parce que on a du cul, c'est que Lampard, vu comment il est satellisé, ça peut être une catastrophe. Donc, putain, en plus, à Esso, pour avoir été plusieurs fois sur le Tour de France, vous avez quand même au moins 3 voitures avant qui vous disent faites attention. Il y a au moins 10 motards avant la course et il y a quand même ce genre de problème. Enfin, il y a un moment, voilà, quoi, on peut pas tout faire. Bon, je ferme la parenthèse civisme. Parenthèse quick step. Pourquoi je les mets en flop? Parce que en fait, si on y réfléchit bien, Lampard, c'est ce qui aurait sauvé un petit peu la misère, c'était un peu l'arbre qui cachait la misère sur les résultats aujourd'hui. Il prend quand même la 10e place, hein. Mais derrière, Sénéchal a jamais été vraiment dans le coup, parce que même s'il était dans les bons groupes, il n'avait pas des bonnes jambes aujourd'hui. Et puis Casper Asgreen, il est tombé, il était dans le 2e peloton et il est tombé. Ballerini, il crève dans le carrefour, dans la trouée d'Arenberg, mais de toute manière, il était à bloc à ce moment-là, il n'arrivait pas à suivre Mohoric. Stibar, je l'ai pas vu de la journée. Stemle, il a beaucoup bossé et au bout d'un moment, il a craqué, ce qui est tout à fait normal. Ils étaient pourtant bien partis parce qu'ils faisaient du bon boulot et je trouve qu'ils travaillaient très bien en mettant Stemle à passer des relais dans la première bordure, parce que à part Asgreen, tous les autres étaient dans la première bordure. Et puis au fur et à mesure de la course, dès que les pavés sont arrivés, ça allait de moins en moins bien. Il y avait quand même Lampard qui arrivait à sauver la situation, et puis Lampard tombe, et voilà, c'est un bilan qui est quand même extrêmement maigre pour Quick-Step cette année sur les Flandriennes. Même pour une équipe, parce qu'on va me dire, oui, c'est parce que mon référentiel, c'est la Quick-Step des grandes années. Oui, mais même pour une équipe qui a quand même dans ses objectifs les Flandriennes, le bilan est très faible. Ils ont un bilan qui est moins bon qu'Intermarché. Intermarché a un meilleur bilan qu'Ineos. Ils ont un moins bon bilan que ces équipes-là. Et alors on va me dire, ils ont moins de moyens que Ineos, oui. Ils ont plus de moyens que Intermarché, hein, Quick-Step. Il faut arrêter de me prendre pour un concis. Donc le bilan est très faible. 10e de Paris-Roubaix, c'est pas suffisant pour Patrick Lefebvre. Mais en même temps, les prémices étaient déjà là l'année dernière. C'est-à-dire, l'année dernière, t'enlèves le Tour des Flandres. Je sais plus quelle autre course, le Etniesblad avec Ballerini et Alaphilippe qui fait du bon boulot. Et le Tour des Flandres remporté par Asgreen. Sans un gros collectif, déjà à ce moment-là, ils passent aussi complètement à côté de leur Flandrienne. Hein. Donc, je pense qu'on n'a pas compris ça l'année dernière. On n'a pas compris que l'arbre qui cachait la forêt, c'était totalement la victoire de Asgreen, et que derrière, il y avait des gros soucis au niveau collectif. Et puis donc, cette année, tu as un Asgreen qui est un peu moins bon. Tu as un collectif qui continue un petit peu à se déliter aussi. Voilà.
très clairement, aujourd'hui, Quick-Step, à part dans la bordure, dans le reste de la course, ils n'ont pas hyper couru collectivement quand même. C'est-à-dire, il n'y a pas un leader qui se détachait, mais Sénéchal s'est pas mis au service de Lampard, inversement non plus. Ballerini s'est pas mis au service des deux autres, enfin un peu, à un moment il roulait un peu Ballerini. Mais c'est lui qui quand même part dans le groupe à 105 bornes de l'arrivée. Et puis on n'a jamais vraiment attendu Asgreen non plus. Alors qu'on aurait pu dire, du côté de Lampard, Sénéchal ou même Ballerini, quand il y avait la bordure, nous on ne participe pas parce qu'il y a Asgreen. Ça n'aurait pas changé énormément, ça n'aurait pas changé grand chose, je pense, pendant quelques kilomètres. Donc voilà, c'est un peu décevant du côté de la Quick-Step. Je continue avec Van Der Poel. Il passe à côté Van Der Poel. Hein. Il passe à côté, mais il n'y avait pas les bonnes jambes aujourd'hui. Parce que dans le final, il fait 9ème. Et bon, voilà. Parmi ceux qui étaient dans le bon groupe, on va dire, de leader, bah, il finit loin. Il a complètement explosé dans le final. Je pense qu'il a gagné le Tour des Flandres. Déjà sur l'Amstel, c'était moins bien. On n'avait pas parlé de sa 4e place, mais c'était quand même un peu moins bien, je pense. Un peu plus de fatigue. Il a bien célébré et je pense qu'il y a eu un moment de décompression après le Tour des Flandres parce que pour gagner le Tour des Flandres qu'il a gagné cette année, il a dû battre Pogacar. Il y a eu ses soucis de dos également. Et ça a été éprouvant mentalement, je pense, cette pression qu'il s'est mis aussi un petit peu. Et ensuite, derrière, bah, on a un petit peu peut-être plus en roue libre. Et puis, il faut quand même rappeler aussi que Paris-Roubaix était une semaine plus tard que d'habitude. Ça a peut-être joué aussi hein, pour Van Der Poel. Il a enchaîné 3 semaines de compétition là, entre Tour des Flandres et ce Paris-Roubaix. Ça a peut-être joué également un moment sur la fraîcheur physique et mentale. Voilà, bon, il passe à côté Van Der Poel. Il aura encore des occasions. Je pense aussi qu'en termes de stratégie, ils ont joué au risque de rouler Kaorchi, à laisser faire la Groupama alors que ça revenait pas, et donc ils ont dû faire un effort violent. Et tu regardes Van Der Poel, bah, il récupère ni Laurent Pichon, ni De Vriend, ni Mohoric, les 3 qui étaient devant, les 3 qui étaient à 1:30 de minutes avant le secteur de Orchi. Bah, voilà, c'est peut-être l'erreur qu'il a fait, c'est de leur laisser trop d'avance. Hein. Mais de toute manière, je pense que les jambes n'étaient pas exceptionnelles pour Van Der Poel. Je continue avec la Trek. Bon, 7ème place pour Stuyven, mais qu'est-ce qu'ils ont été malchanceux quand même la Trek. Crevaison de Stuyven au mauvais moment. Pedersen qui tombe 2 fois. Ils ont enchaîné les merdes chez Trek. Ça a été l'équipe Poissarde, je pense, aujourd'hui. Parce que ils ont enchaîné les problèmes. Autant hier, chez les filles, ils ont été en grande réussite collectivement, autant là, bah, ils ont enchaîné les problèmes techniques sur cette course, ça a été terrible. Donc voilà, petite déception du côté de la Trek, je vais pas en rajouter. Stuyven fait quand même 7, et puis j'ai mis Campenart en dernier flop. Je l'ai pas vu de la journée, Campenart. Si quelqu'un a vu Victor Campenart pendant cette journée, la Lotto, on a vu un peu Gilbert à un moment, mais Campenart, il est complètement passé à côté de cette course. C'est dommage parce que pour moi, il pouvait faire vraiment de belles choses, mais pas du tout présent aujourd'hui. Le coureur de la Lotto, il finit hors délai, hein, Campenart. Parce que je rappelle, les délais c'est 26 minutes, mais si vous arrivez encore sur le vélodrome après ces 26 minutes, vous êtes marqué comme hors délai. Donc voilà, il est complètement passé à côté de sa course, Campenart. Peut-être que ça a roulé trop vite, peut-être un problème sur la gestion de l'effort, sur la gestion des ravitaillements, enfin je ne sais pas, mais il est passé à côté, ce qui est bien dommageable pour le coureur belge. Eh bien c'est fini, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.